Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Jean-François Lancelot, directeur de la direction des réseaux de l'Agence universitaire de la francophonie. J'ai le plaisir aujourd'hui d'ouvrir la 9e édition de la cérémonie officielle de remise des prix de l'innovation pédagogique en sciences de gestion de la CIDEGEF, la conférence internationale des dirigeants des institutions d'enseignement supérieur et de recherche de gestion d'expression française, qui est un réseau membre titulaire de l'Agence universitaire de la francophonie. Cet événement est organisé sous la présidence du recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, Slim Kalbouz, et du président du jury et président de la CIDEGEF, le professeur émérite à l'Université d'Ottawa, Georges Hainaut. Cette cérémonie récompensera 3 lauréats, 2 originaires du Sénégal, un autre de Madagascar, qui présenteront en direct leurs travaux primés par le jury. Alors pour le Sénégal, nous avons Monsieur Mouhamadou Ban et Madame Elsie Velda Mezoui du groupe Subdeco Business School de Dakar. Et pour Madagascar, nous avons le lauréat Monsieur Tsouavne Manalina de l'ISCAM Business School d'Antananarivo de Madagascar. Bravo à tous les 3. Cependant, nous avons appris ce matin que Monsieur Mouhamadou Ban sera absent pour des raisons familiales et Madame Elsie Mezoui le remplacerait. Nous serons aussi en direct avec la direction Océan Indien de l'AUF, représentée par son directeur Clément Ramanjan, et la direction Afrique de l'Ouest de l'AUF, représentée par Madame Widat Teba, qui pourront directement intervenir. Je rappelle aussi que la cérémonie sera enregistrée et pourra être consultée en différé sur la chaîne YouTube de l'AUF et le site de la CIDEGEF. En attendant que tous se mettent en place, quelques mots sur le prix de l'innovation en sciences de gestion de la CIDEGEF. Ce prix a pour but de promouvoir les meilleures innovations pédagogiques en sciences de gestion. Ce concours est organisé tous les 2 ans par la CIDEGEF, en partenariat avec la FNEJ, la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, et organisé depuis 2002 avec le soutien de l'AUF. Ce concours est ouvert aux établissements francophones d'enseignement supérieur et de recherche, à des groupes d'enseignement et à des enseignants à titre individuel. Enfin, ce concours récompense les innovations ayant déjà été testées et évaluées auprès d'auditeurs de formation initiale et continue. Je vais donc passer la parole à Monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie pour ouvrir cette 9e édition de la cérémonie de remise de prix. Monsieur le recteur, je vous en prie. Merci Jean-François. Bonjour à tous. Monsieur le Président, Monsieur Hainaut, ravi de vous rencontrer, chers collègues et puis chers lauréats. Alors, je ne vais pas être très long, c'est juste pour lancer cette belle cérémonie. On aura certainement l'occasion d'échanger un peu plus tard, après avoir écouté surtout les lauréats. Je voudrais juste dire, pour commencer cette cérémonie, que l'innovation pédagogique, d'une manière générale, se trouve au cœur de la mission de l'AUF. L'innovation pédagogique francophone est également quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Et puis, l'innovation pédagogique dans les domaines des sciences de gestion est un domaine important qui est porté par un réseau important pour l'AUF, la CIDEGEF. La CIDEGEF est parmi les réseaux anciens et bien structurés de l'AUF. En témoigne d'ailleurs la régularité de ce prix, un prix qui a presque 20 ans maintenant, ce qui témoigne du sérieux du travail qui est effectué. Nous allons avoir aujourd'hui de beaux projets à présenter. J'ai hâte d'écouter les détails et d'écouter les lauréats, mais parler d'un business model avec une modélisation informatique des cas réels me semble quelque chose de très intéressant, notamment par les temps qui courent et la nécessaire numérisation. Pouvoir enseigner à distance est également quelque chose de fondamental qui court. Et puis, on aura une présentation d'un autre joli projet aussi sur les centrales de cas, notamment par la contextualisation africaine, une contextualisation internationale, interculturelle, qui est aussi un des fondements de l'AUF. Et par conséquent, je suis très heureux de faire partie aujourd'hui de cette cérémonie et de pouvoir échanger avec vous. Voilà, je ne serai pas plus long pour cette introduction et j'aurai le plaisir d'interagir avec d'autres idées, j'espère, plus tard dans la cérémonie.
Merci. Merci, monsieur le recteur. Je vais passer la parole à Georges Hainaut, président de la CIDGF. Monsieur Hainaut, c'est à vous. Oui, ça y est. Bien, bonjour à tous et tout d'abord, si vous le permettez, un grand merci, monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, pour votre mot de bienvenue et pour la mise en place de cette remise des prix AUF-CIDGF d'innovation pédagogique en sciences de gestion. Et merci également à votre équipe, notamment à M. Jean-François Lancelot et Mme Katinka Birna-Pueli, pour l'organisation remarquable de cette cérémonie en mode distanciel, Covid-19 oblige. Nous en profitons pour également remercier l'AUF pour ce soutien. Et comme M. le recteur l'a mentionné, qui date depuis 2002. Et chers lauréats à cette remise des prix d'innovation pédagogique en sciences de gestion, que si vous le permettez, je vais appeler PIP ou PIP. PIP, c'est peut-être plus élégant, mais en tout cas, ça a l'avantage d'être beaucoup plus court. Alors, au nom de la CIDGF, je ne vais pas répéter la signification de termes. Monsieur Lancelot l'a fait tout à l'heure. Et donc, chers lauréats, nous aurons l'occasion de revenir sur ce point-là, mais nous aimerions pour l'instant vous féliciter et peut-être vous présenter succinctement la genèse ainsi que l'évolution du PIP. Et j'aimerais saisir cette occasion pour remercier notre secrétaire général, le professeur émérite Robert Leduff, qui a si bien géré et animé ce processus complexe partant de la construction d'une base de données, puis diffusion de l'annonce à près d'1 millier d'institutions membres de l'Agence universitaire de la francophonie, et sans oublier bien sûr toute la logistique d'accusés de réception des candidatures, la diffusion auprès des membres du jury, l'analyse des données provenant des avis de ces derniers, ce qui amène bien sûr le choix des lauréats et également, saluons la diffusion des résultats, l'organisation de cette remise de prix en coopération, bien sûr, avec l'AUF. Là, M. Lancelot a déjà dit, en gros, ce en quoi consiste la CIDGF. J'avais envie de vous dire en très peu de mots, ce en quoi nous sommes un réseau, d'abord un réseau institutionnel devenu un réseau thématique de l'AUF, et nous avons organisé et participé à une trentaine de cérémonies, trentaine de séminaires, colloques, missions et ateliers qui portent sur la recherche, l'évaluation de programmes, la gouvernance des écoles, facultés de gestion francophones et bien sûr de toute évidence la pédagogie. Et ce en coopération avec toutes les universités qui nous ont accueillis avec autant de convivialité que d'efficacité, et également, entre autres, et permettez-moi de le lire par ordre alphabétique, dans nos partenaires que nous avons eus, la Banque mondiale, le ministère de l'Éducation nationale d'Haïti, l'Organisation internationale de la francophonie, le Programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, et l'UNESCO. Alors, lors du quadriennal 2012-2016 de l'AUF, la CIDGF a innové en privilégiant la réflexion stratégique sur les défis de l'employabilité des diplômés universitaires et des écoles, notamment de gestion.
Elle a d'ailleurs publié dans sa revue francophone de gestion un numéro spécial en mai 2017 sur l'employabilité, qui est le fruit de plusieurs années de ses travaux. Et il est bien sûr disponible sur notre site www.cidegef.org. Alors, maintenant, de l'évolution du prix d'innovation pédagogique. Quelques mots très brefs. Comme M. Lancelot l'a mentionné, le Cidegef organise ce prix depuis déjà 2002, et donc je vais écourter cette synthèse puisque ça a déjà été fait. Et ce qui serait peut-être intéressant, c'est que près de 20 ans d'histoire du PIP nous permet d'identifier des changements qui sont significatifs dans la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur de gestion francophones. Alors, notre secrétaire général a identifié justement trois changements, trois tendances. La première, les services à la pédagogie sont devenus une préoccupation majeure, non seulement des écoles de commerce, mais aussi de plus en plus des universités. Et ça, c'est extrêmement encourageant. Le deuxième élément, c'est l'importance que l'on doit attribuer à cette composante du PIP, c'est la transférabilité des innovations pédagogiques des lauréats, qui devient un outil incontournable de diffusion de ces innovations au sein de la francophonie universitaire. Alors, cette reconnaissance par les pairs, puisque la démarche de la Cidegef est un processus de reconnaissance par les pairs, P-A-I-R-S, bien sûr, de l'importance de la pédagogie, a permis d'atténuer le conflit entre activités de recherche et d'enseignement. Vous savez, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissaient le contexte des écoles et facultés de gestion, que la recherche a été prédominante pendant de nombreuses années au détriment de l'enseignement. Bien, heureusement, il y a un changement et la recherche en pédagogie est devenue un champ d'analyse scientifique fort apprécié des décideurs de nos écoles. Deux innovations au sein du PIP ont été mises en place pour cette édition. Et ces innovations sont fondées sur le succès du prix et l'évolution des candidatures. On a d'abord élargi l'appel à l'ensemble des chercheurs en provenance des universités membres de l'AUF qui pourraient être concernés et parce que dans certaines universités, il n'y a pas d'école de gestion, il n'y a pas de département d'administration, et donc il s'agissait là de contribuer à faire connaître un petit peu l'existence des écoles de gestion et leur pertinence. Et on a de surcroît rajouté un ajout de distinction. Autrefois, nous avions une personne qui était lauréate et désormais on en a plusieurs en fonction des candidatures qui ont été reçues. C'est pour ça que nous avons deux lauréats cet après-midi. Alors, il faut savoir aussi, sans être trop long, que plus de 300 professeurs, chercheurs d'institutions de formation supérieure en gestion francophones en provenance d'une vingtaine de pays ont participé à ce prix. Les 53 candidatures reçues pour le PIP 2019-2020 illustrent non seulement un succès quantitatif
mais aussi la diversité des origines des candidatures au plan aussi bien géographique qu'institutionnel de notre PIP. Je fais donc là allusion au fait que de plus en plus d'universités participent à ce projet, c'est ce que l'on avait dit tout à l'heure. Alors, cette année, nous avons eu beaucoup de projets de grande qualité. Et malheureusement, il nous a fallu faire un choix. Alors, pour permettre à ces excellentes propositions qui nous ont été faites, sans qu'on puisse en accepter publiquement l'excellence, nous allons permettre pour la prochaine émission à ces candidats, nous allons leur permettre de faire une nouvelle candidature, ce qui n'était pas le cas autrefois. Enfin, bref, donc on est déjà placé dans l'horizon de demain. Alors, voici les prix de l'AUF-CDGF avec toutes nos sincères félicitations aux lauréates et aux lauréats. Et nous aimerions souligner le fait que cela représente une charge de travail et de réflexion que supposent de telles innovations. Et il faut aussi mentionner que cette charge de travail et cette réflexion sont souvent, pour l'instant encore, bénévoles. Alors le premier prix a été déjà mentionné par M. Lancelot. C'est, disons, le groupe Subdeco Business School de Dakar qui sera représenté par Elsie Velda Mezoui, M. Ban étant malheureusement dans l'impossibilité de participer. Et le deuxième prix, c'est Sohav Manalina, qui est professeur à l'ISCAM, d'Antananarivo à Madagascar. Alors, pour finir cette introduction, en guise de conclusion, vers un projet novateur. Autrement dit, nous étudions la possibilité de lancer un nouveau prix, celui de la docimologie innovante, fondée sur les innovations ouvertes et la capabilité. La capabilité est un concept qui est cher au prix Nobel de l'économie, le professeur Amartya Sen, et qui insiste donc sur les liens entre, bien sûr, la capacité et l'employabilité. Alors, vos réactions, chers collègues, seront les bienvenues au fur et à mesure que l'on va essayer de conceptualiser ce projet. Alors, il est grand temps d'écouter nos lauréats et d'apprendre de leurs innovations pédagogiques en sciences de gestion, tout en leur réitérant nos chaleureuses félicitations. Alors, au plaisir de vous écouter. Et merci, monsieur le président de séance, pour le passage de témoin. Vous m'entendez? Jean-François, je vous entends, il y a un petit problème de micro, je suis vraiment désolé, j'avais oublié d'activer mon micro. Donc je disais tout simplement que je passe la parole donc, à notre direction Océan Indien, où M. Sohav Manalina nous attend pour présenter son projet d'innovation pédagogique. Je vous en prie, M. Manalina. Très bien, je vous remercie. Monsieur le recteur, Monsieur le président de la IDGF,
et Monsieur Lancelot, bien sûr. Bonjour. Donc, je vais présenter le projet que j'ai soumis à ce prix de l'innovation. Sachant que nous-mêmes, à l'ISCAM, nous avons soumis plusieurs projets, parce que, en fait, nous sommes en pleine phase de lancement de ces innovations actuellement, et que donc, ce qui a été primé, c'est ce projet-là, qui est donc la matière, c'est l'initiation au business model. Comme je l'ai déjà rappelé tout à l'heure à ceux qui sont présents ici dans la salle, en fait, ce cours est inspiré de ce que moi j'ai vécu personnellement à l'île Maurice quand j'ai étudié à l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat. Notamment le cours du professeur Thierry Verstraete, donc, sur la méthodologie en entrepreneuriat. Et c'est effectivement avec ce cours que j'ai pris connaissance avec le modèle GRP. Donc, l'innovation, c'est quoi? C'est l'enseignement du concept donc, de business model par le modèle GRP avec une étude de cas réel et donc en mobilisant le logiciel en ligne grpla.com. Le concept de business model, c'est un concept récent. En français, on parle de modèle économique, bien sûr. Et donc, ça concerne surtout les entrepreneurs, les projets d'entrepreneuriat, comment ils vont rendre intelligible leur projet. C'est-à-dire que eux, ils ont beaucoup d'idées dans la tête, beaucoup de choses dans la tête, mais quand ils vont faire la présentation, il faut qu'ils sachent, l'entrepreneur donc, rendre le projet compréhensible pour tout le monde. Et c'est ainsi qu'on a créé le concept de business model, de modèle économique. Et actuellement, quand il y a des formations sur le business model, un peu partout dans le monde d'ailleurs, ce qu'on connaît, l'outil que l'on connaît, généralement, c'est l'outil business model Canva. C'est un outil, on va dire, anglo-saxon et qui est très connu. Et donc, et pourtant, il y a un autre outil que l'on peut aussi utiliser. Et comme nous sommes dans le monde francophone, c'est un outil conçu par les francophones. Donc, c'est le modèle GRP, G pour génération de valeur, R pour rémunération de la valeur, et P pour partage de la rémunération. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand vous lancez une affaire, il faut que cette affaire génère de la valeur. Ensuite, il faut que vous receviez de la rémunération par rapport à cette génération de valeur. Et comme vous n'êtes pas tout seul dans cette affaire, il faut qu'il y ait un partage de cette rémunération. Donc, généralement, c'est comme ça que fonctionne le modèle GRP. Et pourquoi l'utiliser avec une étude de cas? Parce que généralement, quand on étudie, quand on forme au business model, généralement, on prend un projet fictif la plupart du temps, ou un projet qui existe déjà, et on essaie d'étudier donc le modèle économique du projet. Généralement, en pédagogie universitaire, c'est-à-dire quand on enseigne à l'université, on prend un projet fictif. Et nous, on s'est dit, mais pourquoi ne pas prendre un cas réel et faire en sorte que c'est avec ce cas que l'on étudie le modèle économique. Et donc, on a mis en place au sein de notre institut des études de cas. D'ailleurs, on a fait des concours en études de cas aussi. Et donc, on a lancé ce cas-là, qui est donc le cas Jacaranda. C'est une entreprise exportatrice d'huile essentielle de Madagascar vers l'Europe. D'ailleurs, c'est avec ma collègue ici présente que nous l'avons conçu. Et donc, on essaie à travers ce cas
de mettre en place le modèle économique de l'entreprise. Et après, c'est très facile pour les étudiants de comprendre comment cette entreprise génère de la valeur, comment cette entreprise obtient des rémunérations et comment se fait le partage de cette rémunération. Donc, comment a été mise en place cette innovation? En fait, la date de première mise en œuvre, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons lancé au sein de notre institut beaucoup d'innovations. Et moi, personnellement, j'ai lancé ce cours en février 2018. Quelles sont les raisons qui m'ont poussé à le mettre en œuvre? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette prééminence du modèle business model Canva dans les formations sur le business model. Et donc, moi, je me suis dit, mais pourquoi ne donner aux étudiants que ce seul modèle? Et pourtant, il y en a plusieurs modèles que l'on peut étudier. Et c'est ainsi que moi, je me suis dit, il faut aussi, quand je viens de l'IFE, promouvoir ce modèle francophone par rapport à ce modèle anglo-saxon dominant. Et aussi, ça c'est très important parce que c'est très rare pour être souligné chez nous à Madagascar, les études de cas. Si on fait des études de cas, soit c'est des petits cas, soit c'est des études de cas que l'on importe de l'extérieur et qui, bien évidemment, ne reflètent pas la réalité locale et donc n'apportent pas les compétences nécessaires aux étudiants, les connaissances qu'ils ont besoin. Et donc, on a fait en sorte de promouvoir les études de cas. Quelle est la principale originalité? La principale originalité de mon innovation, en fait, c'est qu'elle sort des sentiers battus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette dominance du modèle business model Canva, je l'ai vécu au niveau national. Quand j'assiste à des formations en entrepreneuriat, on parle de business model, on dirait qu'il n'y a que ce modèle BMC en fait. Et pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres modèles. Et à part celle-là, il y a d'autres outils que l'on peut utiliser. Mais on dirait que même les formateurs ne savent pas l'existence d'autres outils que l'on peut utiliser. Je l'ai vécu au niveau national, mais je l'ai vécu aussi au niveau international, parce que pas plus tard que l'année dernière, à la même période d'ailleurs, j'ai assisté à un événement au Maroc qui s'appelle le Collège doctoral francophone en entrepreneuriat. Et on a été formé en entrepreneuriat. Et il y avait une formatrice qui nous a formés donc, sur le business model. Et comme d'habitude, c'est le business model Canva que l'on nous a appris. Et moi, je lui ai posé la question, mais pourquoi on n'étudie que ça? Et elle m'a répondu, mais il y a autre chose. Et j'ai dit, et effectivement, il y a d'autres outils que l'on peut utiliser. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, nous sommes en relation actuellement pour mettre en place ce type de formation donc, dans les pays francophones, en tout cas au Maghreb, ils sont très intéressés. Donc, quelles sont les insuffisances? Quelle est censée être élevée chez les auditeurs? C'est la diversification. Moi, personnellement, quand j'enseigne, je voudrais tout donner aux étudiants. Je ne voudrais pas leur lancer une guerre d'école qui, normalement, est réservée aux enseignants. Les étudiants doivent tout connaître, c'est à eux de choisir après dans quel type d'école ils vont évoluer. Mais la guerre d'école, c'est aux enseignants. Les étudiants ont le droit de tout savoir. C'est à eux de faire le tri après. Il y a aussi l'application sur un cas réel, parce que la plupart du temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des cas fictifs que l'on étudie le business model. Pour finir, je voudrais juste parler des avantages du modèle GRP et de l'utilisation surtout de la plateforme Business Model GRP Lab du professeur Pierre Attends. GRP met en évidence donc, le porteur de projet, ce qui n'est pas le cas dans Business Model Canva.
GRP prend en compte tout l'écosystème avec le partage à la fin entrepreneurial. Donc, il y a une vraie analyse de l'environnement avec le modèle GRP. En plus, avec la plateforme GRP Lab, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'utilisateur dispose de 3 documents, une version longue du projet qu'il peut présenter, c'est comme un mémoire, qu'il peut présenter devant des parties prenantes, des banques, des partenaires, etc. Une version courte du projet, c'est un document à lire pendant une présentation orale, et un poster, c'est très fréquent actuellement d'utiliser des posters quand on fait des présentations. C'est utile surtout donc pour un appui, à une présentation orale du projet ou à la présentation de celui-ci pendant un événement entrepreneurial. Donc, cher monsieur, j'ai fini ma présentation, je reste ouvert à des questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Manalina, pour cette présentation intéressante. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de questions en ligne. Alors, peut-être que les participants aussi ont des questions. Sinon, on va passer directement la parole à notre directrice Afrique de la direction Afrique de l'Ouest, Ouedat Teba, qui présentera le projet de Madame Mezoui, puisque Madame Mezoui n'a pas réussi à se connecter. Et Monsieur Ban, pour les raisons que vous connaissez, n'a pas pu non plus se connecter. Alors, s'il n'y a pas de questions sur les participants directs, je vais passer la parole à Madame Teba, de la direction Afrique de l'Ouest de l'AUF. Ouedat, c'est à toi. Jean-François, merci beaucoup. Monsieur le recteur, Monsieur le secrétaire général de la CIDGF, c'est un honneur pour la région, pour l'AUF Afrique de l'Ouest, de compter parmi ses étudiants et parmi ses universités membres des lauréats de ce prix, parce que ça témoigne aussi de la qualité, de l'excellence de nos étudiants, de nos enseignants et de nos universités. Alors, je vais dire quelques mots, si vous le permettez. D'abord, je voudrais m'excuser parce que les circonstances sont un petit peu particulières. C'est une journée particulière au Sénégal. C'est une des fêtes les plus importantes de l'année. Et donc, je pense que cela explique en grande partie le fait que nos lauréats ne soient pas présents. Mais je suis sûre, et nous organiserons un événement pour cela, qu'ils sont très heureux et très honorés du choix que vous avez fait et de les avoir donc sélectionnés parmi une multitude de candidats. Alors, l'établissement donc qui est à l'origine de toute cette initiative, c'est, comme vous l'avez dit, le groupe Subdeco Dakar, créé en 1993, et le groupe Subdeco Dakar n'est pas sa première innovation. Et l'excellence, je dirais, de ces méthodes rayonne à l'échelle de toute l'Afrique francophone. Ce qui est intéressant et ce qu'ils ont mis en exergue, c'est la méthode des cas. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit donc de Monsieur Falilou Ban, qui est donc enseignant, docteur en sciences de gestion à l'université Champagne-Ardenne, et que Madame Elsie Velda, enseignante aussi dans la même institution, est lauréate de l'école Mohammedia des ingénieurs au Maroc. Alors, ce qui est intéressant à mettre en avant, au-delà évidemment de ces deux lauréats, c'est la méthode des cas, puisque c'est cela, Monsieur le secrétaire général, c'est cela qui a attiré votre attention et qui a permis donc à nos deux candidats d'être lauréats pour ce prix. Je vais, pour rester fidèle à leur démarche, je vous lirai quelques éléments à ce sujet, mais cette méthode des cas est une approche extrêmement innovante et interactive. Donc des cas de recherche qui concernent toutes les entreprises locales, un grand nombre d'entreprises locales, non pas seulement à l'échelle de l'Afrique, du Sénégal, mais de toute l'Afrique de l'Ouest. La méthode des cas donne la possibilité aux étudiants, comme vous le savez, de vivre une expérience unique en matière de pratique de management
en entreprise. Et elle concerne essentiellement le premier et le second cycle. Alors, si le recteur et si le secrétaire général me le permettent, je voudrais, pour être fidèle donc à leur démarche, vous en lire quelques passages très brièvement et les passages les plus significatifs. Donc, en quoi consiste cette innovation pédagogique? Donc, la méthode des cas donne la possibilité, comme je vous l'ai dit, aux étudiants de vivre cette expérience en matière de pratique du management en entreprise, en appréhendant des situations complexes telles que les managers les ont réellement vécues. Donc, la centrale des cas Subdoco a plusieurs types de cas, des mini-cas au full case avec des notes pédagogiques, et les étudiants sont mobilisés pour la recherche de solutions, les solutions les plus appropriées, afin d'analyser les avantages et les insuffisances d'une situation donnée. Donc, il s'agit d'une vraie centrale des cas que promeut donc Subdoco Dakar. Elle implique une diversité de branches du management qui sont toutes explorées par les étudiants. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les méthodes pédagogiques sont multiples. Il cite notamment les team teaching, les flipped classroom. Je suis désolée, bon, on n'est pas tout à fait dans la francophonie, mais c'est important quand même de citer ces méthodes. Et les étudiants donc développent de réelles aptitudes comportementales, donc comparables donc à ce qu'on entend par les soft skills. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'inscrit dans un contexte qui n'est pas seulement sénégalais, mais il s'agit véritablement d'un contexte africain, et que toutes les business schools africaines aujourd'hui emboîtent le pas à Subdoco Dakar et s'inscrivent dans ce cadre. C'est aussi important en termes de réseautage et en termes de partage donc de l'excellence en matière d'innovation pédagogique. Je suis à votre disposition autant que mes modestes compétences le permettent pour répondre donc à toutes les questions qui vous semblent importantes à poser. Je vous prie encore une fois d'excuser nos lauréats. Et vous savez à quel point le Sénégal et ses universités sont partie prenante de toutes les actions engagées par l'AUF et évidemment par ce réseau qui est un des réseaux les plus actifs que nous ayons. Merci. Merci Ouida d'avoir fait cette présentation au pied levé. On comprend que l'exercice était difficile, mais on a appris que Madame Mezoui nous suivait. Elle ne peut pas se connecter en direct, mais elle nous suit à distance sur la plateforme donc réservée aux participants. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser directement donc en océan Indien, la direction océan Indien de l'AUF pour une remise des prix virtuels qu'a souhaité le directeur. Donc, je vais passer la parole donc à Clément, la direction océan Indien. Clément, c'est à toi. Merci Clément. Bon, monsieur Soir, nous sommes vraiment honorés à l'UF océan Indien de ce prix que vous avez eu de bonne volée. Nous sommes à l'AUF très honorés d'être reçus. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Si vous me permettez, Jean-François et Clément, juste de rappeler que le lauréat Tsuavina est quand même un grand ancien de l'AUF en termes de formation. Et ça fait particulièrement plaisir. Et je voudrais le souligner parce que il a touché à plusieurs types de formations de l'AUF, si j'en crois la biographie. D'abord l'IFE, qui est un institut qui a une place particulière à l'océan Indien, mais aussi à travers les formations à distance, les FEAD
de l'AUF avec une école prestigieuse à Toulouse, et encore aussi en matière d'études doctorales. Donc, ça me réjouit doublement de voir que le lauréat a été suivi par l'AUF tout au long de son parcours, et son brillant parcours universitaire, et je tenais à le souligner. Bravo, encore bravo. Merci, monsieur le recteur, pour cette remarque. Effectivement, donc on ne peut que féliciter monsieur Manalina pour son parcours et notamment aussi à la fois donc, le soutien qu'il a reçu de l'AUF pour justement devenir aujourd'hui et pouvoir proposer notamment ce projet d'innovation. Donc là, nous allons clore cette séance et cette cérémonie. Monsieur Hainaut, est-ce que vous pouvez dire un petit mot de conclusion? Oui, avec plaisir. Je vais essayer tout au moins. Et d'abord, vous féliciter, chère madame, pour avoir pris au pied levé le cas de Subdeco Dakar, et vous avez fait ça avec beaucoup d'efficacité, et ça n'était pas facile. Donc, d'autant plus apprécié. Autre élément, dans ces remises de prix de cette année, eh bien, on constate que les deux travaillent sur la méthode des cas. Et quelle est la richesse de la méthode des cas dans un contexte, disons, d'Afrique de l'Ouest ou de l'océan Indien et malgache? Bien, c'est justement de pouvoir prendre en compte ce que monsieur le recteur mentionnait tout à l'heure, c'est-à-dire l'interculturalité, je vais y arriver, des acteurs économiques. Et le fait que vous ayez, par exemple, une formation à l'IFE m'a positivement impressionné, parce que justement, c'est ce que nous avons essayé de faire, et dans une certaine mesure réussi, que de regrouper les forces vives de la gestion francophone, où on a eu par exemple un colloque, on a organisé un colloque à l'IFE lorsque j'étais responsable du réseau entrepreneuriat, et nous avions invité la CIDGF, et nous avions également invité le Forum francophone des affaires. Alors, c'est pour ça que votre témoignage est particulièrement intéressant, parce qu'il est symptomatique d'une approche qui est productrice de valeurs et de respect au niveau de l'interculturel. Alors, moi, j'aurais peut-être une petite question. La méthode des cas, c'est une démarche hypothético-déductive. Non, c'est plutôt une démarche, inductive. Et nous, les francophones, on a tendance à être hypothético-déductifs. Alors, comment avez-vous réussi à gérer cette ambivalence naturelle lorsque nous, francophones, enseignons des principes de gestion empruntés au modèle anglo-saxon? Parce que c'est un des défis que nous avons au Canada, et en particulier à l'Université d'Ottawa, que de pouvoir faire le pont entre cette démarche hypothético-déductive qui est la nôtre, avec l'inductif qui est celle des cas. Est-ce que vous avez eu, en d'autres termes, comment vos étudiants ont réagi? Donc, effectivement, vous avez raison, hein, c'est vraiment très problématique au début, parce que, comme vous l'avez dit, on est habitué à cette démarche hypothético-déductive, c'est-à-dire qu'on essaie de donner la théorie, et c'est aux étudiants ensuite de tirer des leçons à partir de cette théorie.
Comme vous l'avez dit, la méthode des cas, par contre, c'est que on l'étudie à partir d'un cas, et c'est la méthode inductive, et on essaie de trouver ça appartient à quelle théorie, c'est quel outil, quel concept que l'on doit mobiliser. Effectivement, au début, c'était pas facile, même actuellement, c'est pas encore gagné, hein, mais en tout cas, les étudiants, en tout cas chez nous, les étudiants apprécient de travailler avec des cas réels et de pouvoir tirer, en fait, à partir de ces cas, les réelles situations, les concepts à mobiliser, etc. etc. Donc, mais comme vous l'avez bien mentionné, c'est un travail de longue haleine pour passer de cette hypothético-déductive vers l'induction qui est de plus en plus la tendance actuellement dans les sciences de gestion. Oui, merci Monsieur Monamia donc pour la réponse. Avant de passer la parole au recteur pour un petit mot fin, je voulais signaler que nous avons Subdeco qui nous suit en ligne pour la remise de ce prix, donc Subdeco Dakar. Monsieur le recteur, c'est à vous. Alors, merci. Moi, pour conclure cette belle cérémonie, je voudrais retenir quelques points communs aux deux prix et qui peut-être illustrent ce que devraient faire les prochains candidats pour les prochaines éditions. Et c'est intéressant. C'est un petit peu la poursuite du raisonnement de M. Hainaut de tout à l'heure. D'abord, c'est trois points essentiels qui ont attiré mon attention. Le premier point, c'est le rapprochement du réel. Une innovation pédagogique est d'autant plus forte que lorsqu'elle correspond à des cas ressentis sur le terrain. Ça parle aux étudiants, ça parle au public, et donc il y a une adhésion encore plus importante et un impact donc pédagogique plus important. Donc rapprochement du réel, et je pense d'ailleurs que c'est une composante très importante de la fameuse équation dont on parle souvent, formation-emploi pour améliorer l'employabilité. Cette adéquation de la formation et de l'emploi passe beaucoup par le rapprochement du réel. Ça, c'est le premier point que je retiens et qui est un point commun aux deux lauréats. Le deuxième point que je retiens, c'est l'adaptabilité méthodologique. L'adaptabilité méthodologique, c'est-à-dire qu'en fait, là, on parlait à l'instant de l'inductivité, qui est effectivement quelque chose de très intéressant parce que l'approche qualitative, elle peut donner aussi des éléments supplémentaires très intéressants à notre discipline, à cette discipline de sciences de gestion qu'on aime tant, et qui parfois tombe un petit peu dans l'excès de statistiques, l'excès du quantitativisme, qui est nécessaire, bien entendu. Mais il faut faire attention parce que parfois, ça déforme la réalité. Et donc, je note que le deuxième point commun à ces lauréats, c'est cette intelligence dans l'adaptabilité méthodologique. C'est des méthodes qui existent, l'étude de cas n'est pas quelque chose de nouvel, les business models également, mais c'est la façon dont on les a traités dans les projets que nous avons entre les mains, qui ont gagné, qui est originale et qui est nouvelle. Donc, rapprochement du réel, adaptabilité méthodologique. Et le troisième point que je retiens, et qui est aussi un point commun très intéressant, c'est la contextualisation, et plus précisément la contextualisation à l'environnement économique d'application. Et ceci est absolument nécessaire pour les pays francophones, et notamment en Afrique, parce que souvent, les cas importés ils peuvent être très intéressants dans la comparaison internationale, peuvent être très intéressants dans le cadre de l'esprit d'ouverture, bien entendu, mais ils ne sont pas complets, souvent, pour mieux comprendre l'environnement immédiat des entreprises et l'environnement immédiat dans lequel les étudiants d'un certain nombre de pays sont immersés, et donc là où ils vont exercer professionnellement quelque temps après leurs études dans les facs. Et donc cette capacité à prendre une méthodologie de haut niveau, à s'approcher de l'excellence en étant proche de la réalité et en même temps cette capacité de contextualisation sur les vrais éléments économiques de l'environnement d'application, c'est, je pense, la recette de la réussite de ce type de projet.
Et je pense que ça a dû jouer pour le jury parce qu'on voit nettement ces points communs. Et je dirais pour finir que ces 3 éléments sont des éléments très importants pour l'AUF et pour le développement de la pédagogie francophone dans le monde. Voilà, donc sur cette petite analyse et peut-être aussi des quelques conseils au passage pour les prochains candidats à la prochaine élection, à la prochaine candidature, à le prochain prix. Je vous dis rendez-vous à l'année prochaine pour un prix encore plus riche et avec des candidatures encore intéressantes. Voilà. Merci à tous.